Ton meilleur ami a dit qu'il voulait être père, alors j'ai couché avec lui. Et je suis tombée enceinte, ma femme. Que feriez-vous, si vous découvriez que les enfants que vous avez élevés, pendant près de 20 ans, ne sont pas les vôtres? Que feriez-vous, si votre femme avouait qu'elle est tombée enceinte de votre meilleur ami? De manière intentionnelle? Et que feriez-vous, si votre propre fille vous traitait d'égoïste, parce que vous voulez divorcer? Je suis sur le point de vous raconter exactement ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas une seule décision que j'ai prise. Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Jerry. Ma femme Heather et moi, nous étions ensemble depuis près de 20 ans. Nous sommes sortis ensemble, pendant quelques années, avant de nous marier. Et pendant ce temps, j'étais convaincu qu'elle était la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Elle était amusante, et nous semblions aimer les mêmes choses. Après le mariage, nous nous sommes installés dans la vie de couple. Et nous avons commencé à essayer d'avoir des enfants. Après une année entière de tentatives, nous n'avons rien obtenu. Mois après mois, les tests de grossesse revenaient négatifs. Et nous avons commencé à nous inquiéter que quelque chose n'allait pas. Nous avons décidé de nous faire examiner. Nous sommes tous les deux allés dans une clinique de fertilité. Et nous avons passé une série de tests. Lorsque les résultats sont tombés, le médecin nous a dit que tout semblait normal. Mon nombre de spermatozoïdes était bon, et le système reproducteur de Heather était en parfaite santé. Il n'y avait aucune raison médicale apparente pour laquelle nous ne tombions pas enceintes. Le médecin a dit que parfois, cela prend simplement du temps, et il nous a conseillé de changer certaines choses pour améliorer nos chances, suivre l'ovulation plus attentivement, réduire le stress, manger plus sainement, et mieux planifier les choses. Nous avons fait exactement ce qu'il a dit. Heather a commencé à suivre son cycle. Nous avons changé notre alimentation, et nous avons suivi chaque conseil qui nous a été donné. Mais, pendant encore une année, il n'y a toujours rien eu. Chaque mois se terminait par une déception, et le fardeau émotionnel a commencé à peser sur nous deux. J'ai commencé à perdre espoir. Je me demandais si nous n'étions tout simplement pas faits pour avoir des enfants. Et puis, juste au moment où j'allais abandonner, Heather est tombée enceinte. Elle a fait un test un matin, et il est revenu positif. Elle est venue en courant vers moi, avec des larmes dans les yeux. Après 2 ans d'essai, après toute la frustration et le chagrin, nous allions enfin avoir raclement de gorge, un bébé. Notre premier enfant, un fils que nous avons nommé Justine, est né 9 mois plus tard. J'étais aux anges, lors de sa naissance. Je lui ai fait la promesse silencieuse, que je serais le meilleur père possible. Que je lui donnerais toutes les opportunités, que je n'avais jamais eues. Et que je serais toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Je pensais vraiment à cette promesse, et pendant les quelques années qui ont suivi, je l'ai tenue. 3 ans après la naissance de Justine, nous avons eu notre deuxième enfant. Une fille que nous avons nommée Anna. Anna et moi, nous avions un lien qui était différent de celui que j'avais avec Justine. Elle était ma petite fille, mon ombre, ma compagne de tous les instants. Dès qu'elle a su marcher, elle m'a suivi partout. En grandissant, ce lien n'a fait que se renforcer. Je me suis assuré qu'elle sache qu'elle pourrait toujours compter sur moi. La première fois que quelqu'un a fait remarquer que Justine ne me ressemblait pas, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. C'était lors d'un barbecue en famille, quand Justine avait environ 12 ans. Un de mes oncles, qui avait l'habitude de dire tout ce qui lui passait par la tête, après quelques bières, a regardé Justine, puis m'a regardé, et a dit « C'est drôle. Le garçon ne te ressemble pas vraiment, n'est-ce pas ?» Tout le monde en a ri, y compris moi. J'ai fait une blague sur le fait qu'il avait dû hériter de tous les gènes de Heather. Et l'histoire s'est arrêtée là. Je n'y ai pas repensé, mais au fil des ans, les commentaires ont continué d'affluer. Ce n'était pas juste une seule personne. C'était plusieurs personnes,
dans des contextes différents, à divers moments. Les commentaires sont devenus plus fréquents, à mesure que Justine grandissait. Lorsqu'il a eu 18 ans, et qu'il était sur le point d'entrer à l'université. Les gens n'essayaient même plus d'être subtils. Lors d'un repas de quartier, un de mes voisins a regardé Justine, puis m'a regardé, et a dit « Tu es sûr qu'il est à toi ?» Tout le monde a ri, comme si c'était la blague la plus drôle qu'il n'ait jamais entendue. Mais je n'ai pas ri. J'ai forcé un sourire, et j'ai changé de sujet, mais à l'intérieur de moi. Quelque chose me rongeait. J'ai commencé, à prêter plus d'attention, aux traits de Justine. J'ai commencé à comparer son visage au mien, à la recherche de similitudes, dont j'avais toujours supposé l'existence, mais que je n'avais jamais pu identifier avec précision. Justine avait les cheveux bruns, comme Heather. Il avait ses pommettes saillantes, et son nez fin. Mais quand je le regardais, je ne pouvais pas me voir, moi. Je ne pouvais pas voir mes yeux, la ligne de ma mâchoire, ma carrure, ou quoi que ce soit, qui semblait provenir de mon côté de la famille. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire. Plein d'enfants ne ressemblent pas à leur père. La génétique est compliquée, mais la graine du doute avait été plantée. Et une fois qu'elle était là, je ne pouvais plus l'ignorer. Le commentaire qui m'a finalement poussé à bout est survenu un soir, alors que je prenais un verre avec un groupe d'amis. Un de mes potes parlait de mon fils. Il a dit, « Tu sais, Jerry, j'ai toujours trouvé ça drôle. Que Justine ne te ressemble pas du tout. En fait, maintenant que j'y pense. Il ressemble un peu à Joe. » Il a ri en disant cela, comme si c'était juste une autre blague. Mais la table est devenue silencieuse, pendant une seconde. Quelques autres gars, y compris Joe, ont ri nerveusement, et quelqu'un a rapidement changé de sujet. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Maintenant que cela avait été mentionné, je ne pouvais plus ignorer la ressemblance. Joe était mon meilleur ami, depuis très longtemps. Il est même le parrain de mes enfants. J'ai pensé à son visage, à ses traits, et j'ai réalisé, avec une sensation de malaise au ventre, que mon ami avait raison. Justine ressemblait bel et bien à Joe. Il avait la carrure de Joe, et la structure de son visage. Comment n'avais-je jamais pu voir cela, auparavant? Je suis rentré chez moi ce soir-là, et je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à beaucoup de choses, y compris à la façon dont Heather avait insisté pour que Joe soit le parrain de Justine, même si j'avais suggéré l'un de mes frères, à la place. J'ai pensé à toutes les petites choses, que je n'avais jamais remises en question, et soudain, elles ne semblaient plus si mineures. Pendant le reste du week-end, j'ai essayé de me convaincre que je devenais paranoïaque. Je me suis dit que je laissais un commentaire stupide, venant d'un ami ivre, me monter à la tête. Que je voyais des choses qui n'existaient pas, mais le doute ne voulait pas disparaître. Je n'en pouvais plus. J'avais besoin de connaître la vérité, même si cette vérité allait me détruire. J'ai commandé un test de paternité en ligne. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste commandé le kit, j'ai attendu qu'il arrive, et un après-midi, alors que Justine était rentrée de l'université pour le week-end, j'ai prélevé un échantillon d'ADN sur lui. C'était assez facile à faire. J'ai pris une bouteille d'eau usagée, qu'il avait laissée sur le comptoir de la cuisine, et j'ai frotté l'intérieur, avec un coton-tige. J'ai envoyé l'échantillon au laboratoire, avec le mien, et ensuite, j'ai attendu. Ces 2 semaines ont été les plus longues de ma vie. Je m'effondrais à l'intérieur, en attendant que les résultats arrivent. Terrifié par ce qu'ils allaient dire, mais incapable de m'empêcher d'avoir besoin de savoir. Lorsque l'email est finalement arrivé, c'était en fin d'après-midi. Et je venais de terminer une réunion. J'ai vu la notification apparaître sur mon téléphone, et mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai ouvert l'email, et j'ai cliqué sur le lien, pour voir les résultats. Les résultats étaient clairs, et indéniables, probabilité de paternité, 0%. Justine n'était pas mon fils biologique. Je ne pouvais plus respirer, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, ma famille, mon mariage, n'était qu'un mensonge.
Le garçon que j'avais élevé, soutenu, et pour lequel je m'étais sacrifié, n'était pas à moi. Il était le fils de quelqu'un d'autre. Et en me basant sur les commentaires, que j'entendais depuis des années, je savais exactement de qui il était le fils. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis, dans ce parking. Ça aurait pu être 10 minutes. Ça aurait pu être 1 heure. Je suis juste resté assis là, engourdi, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Progressivement, j'ai ressenti une rage profonde et brûlante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Heather m'avait menti. Elle m'avait laissé croire que Justin était mon fils. Elle m'avait laissé l'élever. Elle m'avait laissé payer pour tout. Et pendant tout ce temps, elle connaissait la vérité. Et puis, une autre pensée m'a frappé. Si Justin n'était pas à moi, qu'en était-il d'Anna? J'avais toujours supposé qu'Anna était de moi, parce qu'elle avait l'air différente de Justin. Et qu'elle avait des traits plus clairs, qui, je pensais, venaient de mon côté de la famille. Mais maintenant, je n'étais plus sûr. Maintenant, je ne savais plus quoi croire. J'avais besoin de connaître la vérité sur elle, également. J'avais besoin de savoir si l'un des enfants que j'avais élevés était réellement le mien. Ou si ma vie entière avait été construite sur un mensonge. J'ai commandé un autre test de paternité, ce même soir. J'avais besoin de savoir pour Anna, aussi. Le kit n'arriverait pas avant quelques jours, mais je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Pour confronter Heather. Je ne pouvais pas m'asseoir en face d'elle, à la table du dîner, et prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais pas dormir dans la même maison qu'elle, en sachant ce que je savais. Je devais dire quelque chose. Je devais entendre la vérité, de sa propre bouche. Je suis rentré à la maison, ce soir-là, et je n'ai pas perdu de temps. Avec des bavardages ou des banalités. Heather était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, quand j'ai franchi la porte. Elle a levé les yeux, et m'a souri, comme si c'était un jour ordinaire. J'ai marché droit vers elle, et j'ai dit, je sais. Elle a arrêté ce qu'elle faisait, et m'a regardé, avec confusion. Non, quoi, a-t-elle demandé. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas adouci mon ton. Je lui ai dit, que j'avais fait un test de paternité. Je lui ai dit, que Justin n'était pas à moi. Je lui ai dit, que je savais, qu'elle m'avait menti. Pendant quelques secondes, elle est restée là, figée. Me fixant comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Puis, elle a essayé de le nier. Elle a secoué la tête, et a dit, non. Ce n'est pas vrai. Le test doit être faux. Ces tests à domicile ne sont pas toujours précis. Tu dois en faire un autre. Mais je ne l'ai pas laissé continuer. Je l'ai coupé, et je lui ai dit, que j'en avais fini avec les mensonges. Je lui ai dit, que je demandais le divorce, et qu'elle avait une seule chance, de me dire la vérité. Sur l'identité du vrai père. Je lui ai dit, que si elle ne me le disait pas elle-même, je le découvrirais par mes propres moyens. Et quand je le ferais, je m'assurerais que tout le monde, sa famille, ma famille, nos amis, tous ceux que nous connaissions, découvrent précisément ce qu'elle avait fait. Heather s'est effondrée, et a commencé à pleurer. Elle a tendu la main vers moi, a essayé de m'attraper le bras, et m'a supplié de ne pas partir. Elle a dit, Jerry, s'il te plaît, nous pouvons surmonter ça. Ça n'a pas à mettre fin à notre mariage. Nous sommes ensemble depuis plus de 20 ans. À ce stade, tu ne peux pas simplement jeter ça par la fenêtre. Elle a continué à parler, a continué à supplier, a continué à essayer de me convaincre. Que nous pouvions arranger les choses, que cela ne voulait pas dire qu'elle ne m'aimait pas. Mais je n'étais pas intéressé à l'idée de surmonter quoi que ce soit. Je ne voulais pas entendre ses excuses ou ses justifications. Je voulais la vérité. J'ai exigé de savoir qui était le père des enfants. Je lui ai dit que j'avais déjà mes soupçons, mais que je voulais l'entendre de sa bouche. Elle a essayé d'éluder la question, au début. Elle a sangloté, et a dit des choses comme « ça n'a pas d'importance qui c'était ». Et quelle différence ça fait maintenant ?
Mais j'ai continué, à insister. Je lui ai dit, que je ne quitterais pas cette cuisine, tant qu'elle ne m'aurait pas dit la vérité. Après plusieurs minutes, à sangloter et à gagner du temps, elle a finalement arrêté de pleurer. Juste assez longtemps, pour me regarder dans les yeux. Elle a regardé mon visage, et a dit « Tu veux la vérité ? Très bien. Puisque tu ne pouvais pas me mettre enceinte. Ton meilleur ami a dit qu'il voulait être père. Il m'a dit qu'il regrettait de ne jamais avoir eu d'enfant, et j'ai eu de la peine pour lui. Alors, je suis tombée enceinte pour lui. Les 2 fois. Justine n'est pas à toi. Anna n'est pas à toi. Ils sont à lui. Et si tu penses que tu vas simplement t'en aller, et me laisser sans rien, tu te trompes. La loi te considère comme leur père. Tu as signé les actes de naissance. Tu les as élevés. Tu es coincé avec ça. Que ça te plaise ou non. Je suis resté là, en état de choc complet. Je ne pouvais pas comprendre le raisonnement, derrière ce que je venais d'entendre. Elle était tombée enceinte, de manière délibérée, d'un autre homme, mon meilleur ami. Et m'avait menti à ce sujet, pendant près de 2 décennies. Elle m'avait laissé élever ses enfants, m'avait laissé payer pour tout. M'avait laissé les aimer comme s'ils étaient les miens, tout en connaissant la vérité. Et maintenant, elle me menaçait, en me disant que j'étais coincé, que je ne pouvais pas m'en aller. Que la loi me forcerait à continuer de payer, pour des enfants qui n'étaient pas à moi. Elle agissait, comme si c'était moi qui avais tort de vouloir partir, comme si j'étais le méchant. Pour ne pas accepter ce qu'elle avait fait. Je ne lui ai rien dit d'autre, cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Si j'avais ouvert la bouche, je ne sais pas ce qui en serait sorti. Je tremblais de colère, de trahison. D'une sorte de douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis retourné, et je suis sorti de la cuisine. J'ai décidé de rester dans la chambre d'amis. Parce que je ne pouvais pas être dans le même espace qu'elle. Je ne pouvais pas la regarder, sans ressentir un niveau de rage et de trahison. Dont je ne me savais pas capable. Je ne pouvais pas dormir, dans le même lit, que quelqu'un qui avait détruit ma vie entière. Et qui avait ensuite eu le culot, de me menacer avec la loi, lorsque j'avais essayé de partir. J'ai appelé un avocat, le lendemain matin. J'ai trouvé un avocat en droit de la famille. Qui se spécialisait dans les affaires de divorce et de paternité, et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des résultats du test, de la confession de Heather, de ses menaces. Il a écouté attentivement, et m'a ensuite exposé mes options. Il a dit que la loi pourrait me considérer comme le père légal. Parce que j'avais signé les actes de naissance. Mais, cela ne voulait pas dire que je ne pouvais pas me battre. Il a dit que nous pourrions demander au tribunal de retirer mon nom des actes de naissance. Que nous pourrions exiger des tests ADN, dans le cadre de la procédure de divorce. Et que nous pourrions nous assurer que Heather ne s'en tire pas, à si bon compte, pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit de lancer la procédure. Je lui ai dit de demander le divorce immédiatement. Je n'allais pas attendre. Je n'allais pas donner le temps à Heather d'inventer d'autres mensonges ou d'autres excuses. J'en avais fini, et j'allais m'assurer que toutes les personnes impliquées fassent face aux conséquences de leurs actes. Quelques jours plus tard, Heather a reçu les papiers du divorce. J'avais pris des dispositions pour qu'un huissier les livre à la maison. Pendant que j'étais au travail, parce que je ne voulais pas être là, lorsqu'elle les recevrait. Je savais qu'elle serait bouleversée. Je savais qu'il y aurait de la colère, des larmes, et des accusations, mais je n'étais pas préparé à ce qui s'est réellement passé ensuite. Le soir, après qu'elle a reçu les papiers, je suis rentré du travail. Dès l'instant où j'ai franchi la porte, elle m'attendait. Elle était clairement restée assise dans le salon, à guetter ma voiture, qui se garait dans l'allée. Les papiers du divorce étaient sur la table basse devant elle. Et à la seconde où je suis entré, elle a explosé. Elle a commencé à me hurler dessus, la voix remplie de rage. Elle m'a accusé d'abandonner ma famille, d'être égoïste, d'essayer de détruire la vie des enfants.
Juste parce que je ne pouvais pas supporter la vérité. Elle m'a dit, que je jetais à la poubelle, de nombreuses années de mariage. Pour quelque chose qui pourrait être résolu, si je n'étais pas un tel lâche. Elle a dit, que je fuyais, au lieu d'essayer d'arranger les choses, que j'agissais comme un enfant. Qui n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Je suis resté là, dans l'entrée, sans dire un mot. Il m'était inutile, d'essayer de me défendre, ou de me disputer avec elle. Je l'ai simplement laissé crier. Je n'avais plus rien à lui dire. Elle m'avait menti pendant près de 2 décennies. M'avait laissé élever les enfants d'un autre homme, et m'avait trahi de la pire façon possible. Pourtant, elle avait le culot de se tenir là, et de me traiter d'égoïste. Parce que je voulais partir. Je n'allais pas rentrer dans ce jeu-là. Je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une réponse. Et puis, Anna est descendue. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, avant de la voir. Elle est restée là, un moment, me regardant de haut, comme si j'étais un étranger. Elle a descendu lentement les escaliers, pendant que sa mère continuait de crier. Et de me lancer des insultes, à travers la pièce. Quand Heather a fini par ralentir, s'arrêtant pour reprendre son souffle, Anna s'est jointe à elle. En disant, « Maman a raison. Tu te comportes de manière égoïste. Tu déchires cette famille. Parce que tu ne peux pas supporter. Que les choses ne soient pas parfaites. Je n'arrive pas à croire, que tu nous fasses ça. » Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle ne m'a pas laissé la chance, de m'expliquer. Elle s'est simplement retournée, et elle est remontée à l'étage, c'est pas lourd et délibéré. Et puis, j'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Ce moment a brisé, quelque chose en moi. Anna avait toujours été, ma petite fille. Depuis le jour de sa naissance, elle et moi, avions un lien spécial. Et maintenant, elle se tenait devant moi, défendant les mensonges de sa mère. Et me manquant de respect. Elle agissait, comme si c'était moi, qui avait détruit cette famille. Elle ne comprenait pas, qu'il ne s'agissait pas de mon incapacité, à gérer l'imperfection. Il s'agissait d'une trahison. Mais Anna, ne voulait pas voir cela. Elle avait déjà décidé, de qui avait tort et de qui avait raison, et elle avait choisi le camp de sa mère. Je n'avais pas prévu d'être dur avec les enfants, même s'ils n'étaient pas à moi. Je m'étais dit, que rien de tout cela n'était de leur faute, qu'ils étaient des victimes innocentes. Des mensonges de leur mère, et que je ne les punirais pas. Pour quelque chose sur lequel ils n'avaient aucun contrôle. J'avais prévu d'être juste, de m'assurer qu'ils soient pris en charge, de continuer à les soutenir. Même si le mariage prenait fin. Mais, si Anna pouvait me dire ces choses méchantes, si elle pouvait se tenir là. Me traiter d'égoïste, et m'accuser de déchirer la famille, alors elle ne comprenait pas la gravité de ce qui s'était passé. Je comprenais, qu'elle était une adolescente, en pleine crise d'identité. Je comprenais, qu'elle était têtue et rebelle, qu'elle traversait une phase où elle remettait tout en question, et repoussait l'autorité. Je comprenais, qu'elle voyait cette situation, à travers le prisme d'une enfant. Qui ne voulait pas que sa vie change, qui ne voulait pas que sa famille s'effondre. Et qui était prête à blâmer n'importe qui, sauf sa mère, pour ce qui se passait. J'avais compris tout cela, mais le comprendre, ne rendait pas la chose moins douloureuse. Et cela ne changeait pas le fait, qu'elle avait fait un choix. Elle avait choisi, de prendre parti pour Heather. Elle avait décidé de défendre la personne, qui avait détruit cette famille. Et si c'était le choix, qu'elle allait faire, alors je ne pouvais pas la protéger. Des conséquences des actes de sa mère. Elle devrait vivre, avec les retombées de cette décision. Je ne lui ai rien dit, cette nuit-là. Je n'ai pas frappé à sa porte, pour lui dire qu'elle avait tort. J'ai juste marché vers la chambre d'amis, parce que je savais, à ce moment-là, que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, entre nous. J'ai poursuivi la procédure de divorce, et c'est vite devenu un vrai gâchis. Heather n'a pas simplement accepté, que le mariage soit terminé. Elle s'est battue sur tout. Dès la toute première réunion avec les avocats, il était clair, qu'elle n'avait aucune intention de faciliter les choses. Elle a exigé une pension alimentaire,
affirmant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour rester à la maison et élever les enfants, et qu'elle méritait une compensation pour ce sacrifice. Elle a réclamé une pension alimentaire, pour Justine et pour Anna, en faisant valoir que j'étais légalement leur père, car j'avais signé les actes de naissance. Et je les avais élevés, pendant toute leur vie. Elle a réclamé la moitié, de tout ce que nous possédions, la maison, les économies, les comptes de retraite, tout ce que nous avions accumulé, au cours de nos 20 années de mariage. Son avocat l'a dépeinte, comme la mère et l'épouse dévouée, qui avait été abandonnée par un mari cruel et sans cœur, qui n'arrivait pas à tourner la page, sur une situation du passé. Mais son action, était une tromperie délibérée et calculée, qui avait duré pendant près de 2 décennies. Et je n'allais pas la laisser s'en tirer, en faisant passer cela, pour autre chose. Elle a essayé de me faire passer, pour un mauvais père, qui abandonnait ses enfants. Son avocat s'est levé au tribunal, et a expliqué comment j'avais été là, pour chaque anniversaire, chaque événement scolaire, chaque étape importante, et comment je m'éloignais maintenant des enfants que j'avais élevés, juste parce que j'avais découvert qu'ils ne partageaient pas mon ADN. Il l'a dit de manière à me faire passer pour le méchant, comme si je punissais des enfants innocents, pour quelque chose qui n'était pas de leur faute. Cela m'a fait bouillir le sang. J'étais assis dans cette salle d'audience, à écouter son avocat déformer la vérité. Et je devais me rappeler, de rester calme. Mon avocat m'avait prévenu, que le camp de Heather, essaierait de me donner le mauvais rôle. Qu'ils utiliseraient ma colère contre moi, si je la laissais paraître. Alors, je suis resté là en silence, pendant qu'il mentait à mon sujet. Mais à l'intérieur, je bouillais de rage. Mon fils aîné, Justine, a lui aussi pris son parti. Il m'a appelé un soir, depuis l'université. Environ 2 semaines après le début de la procédure de divorce. Quand mon téléphone a sonné, et que j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai hésité avant de répondre. Une partie de moi, ne voulait pas lui parler. Une partie de moi, savait que ça allait être une autre conversation douloureuse. Mais j'ai répondu quand même. Il n'a pas perdu de temps. Dès l'instant où j'ai dit bonjour, il s'en est pris à moi. Il m'a dit, que j'étais cruel. Il a dit que je le punissais, lui et Anna, pour quelque chose qui n'était pas de leur faute. Que nous avions été une famille pendant toute leur vie, et que maintenant, je rejetais tout ça. Parce que je ne pouvais pas supporter la vérité. Il a dit que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi-même. Et non à la façon dont cela les affectait. Sa voix était en colère, mais je pouvais entendre la blessure, qui se cachait derrière. Il était confus, il avait peur, et il s'en prenait à moi, parce que c'était moi qui décidait de partir. J'ai essayé de m'expliquer. Je lui ai dit, qu'il ne s'agissait pas, de le punir lui ou Anna. Je lui ai dit, que je les aimais tous les deux, que je les avais élevés. Que j'avais pris soin d'eux, et que j'aurais fait n'importe quoi, pour eux. Mais je lui ai aussi dit, que je ne pouvais pas rester dans un mariage, bâti sur des mensonges. Je ne pouvais pas prétendre que tout allait bien, alors que je venais de découvrir que la femme en qui j'avais eu confiance, pendant 20 ans, m'avait trahi de la pire façon possible. J'ai essayé de lui faire comprendre, que ça n'avait rien à voir avec lui. Il s'agissait pour moi, de me protéger d'une situation, qui me détruisait. Mais il ne voulait pas l'entendre. Il m'a coupé la parole, et m'a dit, que je cherchais des excuses. Il a dit que si je les aimais vraiment, je resterais pour arranger les choses. Il a dit que de partir, ne me rendait pas meilleur qu'un étranger. Et ensuite, il m'a raccroché au nez. J'ai ressenti une tristesse profonde et douloureuse, que je ne pouvais pas expliquer. Justine avait été mon fils, pendant 19 ans, et maintenant, il me regardait comme si j'étais l'ennemi. J'ai pris des décisions difficiles, pendant cette période. Des décisions dont je savais, qu'elles allaient faire mal, mais qui me semblaient nécessaires. J'ai retiré Anna, de mon testament. J'avais initialement prévu, de lui laisser une part de mon héritage, tout comme à Justine. Mais après la façon dont elle m'avait traité, après les choses qu'elle avait dites, je ne pouvais plus justifier cela. Si elle voulait me traiter comme un étranger, si elle voulait prendre parti
pour les personnes qui m'avaient trahi, alors elle devrait faire face à la réalité. Que je n'allais plus la soutenir financièrement. J'ai également coupé toutes les contributions à son fonds universitaire. J'avais mis de l'argent sur ce compte depuis sa naissance. En économisant pour qu'elle n'ait pas à se soucier des prêts étudiants ou des dettes. Lorsqu'elle irait à l'université. Mais c'était à l'époque où je pensais qu'elle était ma fille. C'était à l'époque où je sentais que je lui devais ce soutien. Maintenant, en connaissant la vérité et la façon dont elle avait choisi de me traiter, j'ai cessé de cotiser. J'ai également commencé à explorer des options légales contre Joe. J'ai consulté mon avocat pour savoir si je pouvais le poursuivre pour fraude en alléguant qu'il avait sciemment participé à la tromperie qui m'avait conduit à élever ses enfants comme s'ils étaient les miens. Mon avocat a dit que c'était possible, selon les preuves que nous pouvions rassembler. Il a expliqué qu'il y avait des cas où des hommes avaient poursuivi avec succès les pères biologiques d'enfants qu'ils avaient élevés sans le savoir, en particulier s'il pouvait être prouvé que le père biologique était au courant de la tromperie et n'avait rien fait pour l'arrêter. Il a dit que ce serait difficile, mais pas impossible. Je lui ai dit de se pencher sur la question. Je voulais que Joe fasse lui aussi face aux conséquences. Il n'avait pas simplement couché avec ma femme. Il m'avait laissé élever ses enfants, pendant près de 20 ans, m'avait regardé investir mon temps, mon argent, et mon amour, dans des enfants qui étaient les siens, et il n'avait jamais dit un mot. Il était venu à leur fête d'anniversaire. Il avait assisté à leurs événements scolaires. Il s'était assis à ma table, et m'avait souri comme si nous étions frères. Tout en connaissant la vérité. Je voulais qu'il paie, pour cela. Au tribunal, j'ai exigé que les tests de paternité soient inscrits dans le dossier officiel. Je voulais une documentation légale, qui prouvait que je n'étais pas le père biologique d'aucun des deux enfants. L'avocat de Heather a tenté de faire valoir que cela n'avait pas d'importance. Que la loi me reconnaissait comme le père, parce que j'avais signé les actes de naissance. Et que j'avais agi comme leur père, tout au long de leur vie. Mais mon avocat a riposté. Il a fait valoir que j'avais été trompé, que mon consentement à figurer comme le père avait été obtenu par la fraude, et que le tribunal devait reconnaître la réalité biologique de la situation. Le juge a ordonné les tests. Justine et Anna ont tous les deux dû fournir des échantillons d'ADN. Et les résultats ont été soumis au tribunal. Les tests ont confirmé ce que je savais déjà. Justine n'était pas mon fils biologique. Anna n'était pas ma fille biologique. Selon les preuves ADN, tous les deux étaient les enfants de Joe. Les résultats étaient clairs, indéniables, et faisaient désormais partie du dossier officiel du tribunal. Une fois cela établi, j'ai entrepris des démarches pour faire retirer mon nom de leurs actes de naissance. Je ne voulais aucun lien légal avec des enfants qui n'étaient pas à moi et dont la mère m'avait utilisé pendant près de 20 ans. Mon avocat a déposé la requête, et l'avocat de Heather l'a contesté. Ils ont fait valoir que retirer mon nom nuirait aux enfants. Que cela les priverait de leur père légal, et les laisserait sans soutien. Mais mon avocat a argumenté que les enfants avaient un père biologique, qui pouvait et devait assumer ses responsabilités envers eux. Ce père biologique, c'était Joe. Et si Joe voulait nier sa responsabilité, alors c'était un problème distinct. Mais je ne devais pas être lié légalement à des enfants qui n'étaient pas les miens. Surtout lorsque ce statut légal avait été obtenu par la tromperie. Le juge a été d'accord. Mon nom a été retiré des deux actes de naissance. Pendant près de 2 décennies, j'avais figuré comme leur père. Et maintenant, sur le plan légal, je n'étais plus personne, pour eux. J'ai également décidé d'exposer l'affaire aux 2 familles, ainsi qu'à notre cercle social. Je l'ai d'abord dit à mes parents. Je les ai fait asseoir, et je leur ai tout expliqué. Mon père est resté silencieux, le visage pâle, et les mains tremblantes. Ils avaient aimé Justine et Anna. Ils avaient été les grands-parents de ces enfants, pendant toute leur vie. Et maintenant,
ils apprenaient que rien de tout cela n'avait été réel. Ensuite, je l'ai dit aux parents de Heather. Je les ai appelés, et j'ai demandé à les rencontrer en personne. Quand je leur ai dit ce que leur fille avait fait, ils ne m'ont pas cru au début. Ils pensaient que je mentais, que j'essayais de salir le nom de Heather, par dépit. Alors, je leur ai montré les résultats des tests de paternité. Je leur ai montré les documents du tribunal. Je leur ai montré les preuves. Et puis, j'ai regardé leur visage passer de l'incrédulité à l'horreur. La mère de Heather a commencé à pleurer. Son père s'est mis en colère contre Heather. Il l'a appelée, juste là, devant moi, et a exigé de savoir si c'était vrai. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone. Aiguë et sur la défensive. Son père lui a raccroché au nez. Je l'ai dit à nos amis, je l'ai dit à nos voisins. J'ai raconté à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, exactement ce qui s'était passé. J'ai expliqué comment Heather m'avait délibérément trompé, et comment Joe avait été complice de cette tromperie. Je n'ai rien enjolivé. Je n'ai rien exagéré. J'ai simplement dit la vérité, et les retombées ont été immédiates. L'affaire contre Joe n'a rien donné, car lui et son avocat ont affirmé qu'il ne savait pas que les enfants étaient de lui. Le tribunal a classé l'affaire, sans rien m'accorder. Quand tout a été rendu public, il a d'abord essayé de le nier. A essayé de dire que les tests de paternité étaient faux, ou que je mentais. Mais, trop de gens connaissaient la vérité, et finalement, il a cessé d'essayer de se défendre. Et il a tout simplement disparu. Je ne l'ai jamais revu, après ça. Le divorce a pris 1 an et 8 mois, pour être finalisé. Ce fut l'une des expériences les plus épuisantes, et les plus éprouvantes émotionnellement de toute ma vie. Il y a eu des dépositions, des audiences au tribunal, des réunions interminables avec des avocats. Et des allers-retours constants, sur chaque actif que nous avions accumulé. Au cours de nos 20 années de mariage. Heather s'est battue pour tout. Elle ne voulait pas lâcher un seul dollar. Mais au final, le tribunal m'a donné raison, sur la plupart des points. La maison a été vendue, et les bénéfices ont été divisés. Les économies ont été partagées. J'ai conservé mes comptes de retraite, parce que j'y avais contribué, avant et pendant le mariage. Avec mes propres revenus. Heather a obtenu une pension alimentaire, mais pas autant qu'elle l'avait exigé. Et, parce que mon nom avait été retiré des actes de naissance, je n'ai pas été tenu de payer une pension alimentaire pour les enfants. Quand ce fut enfin terminé, j'ai finalement pu commencer à aller de l'avant avec ma vie. Ce n'était pas facile, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais, j'ai pris la décision consciente de laisser le passé derrière moi. Et de commencer à construire quelque chose de nouveau. J'ai pris mon propre appartement, dans un autre quartier de la ville. Je me suis plongé dans mon travail, acceptant plus de projets dans l'entreprise. Restant tard au bureau, et me concentrant sur l'avancement de ma carrière. Cela m'a donné de quoi occuper mon esprit, un but vers lequel travailler, et qui n'impliquait pas le désordre que je venais de laisser derrière moi. Je n'ai pas eu de nouvelles, de Heather, de Justine, ou d'Anna, pendant plusieurs mois. Après la finalisation du divorce. Il n'y a eu aucun appel téléphonique, aucun texto, aucune tentative de contact. J'ai supposé qu'ils avaient continué leur vie, tout comme j'essayais de continuer la mienne. J'étais d'accord avec ça. J'avais fait la paix avec ma décision. Je savais que partir avait été la bonne chose à faire. Même si ça avait été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. J'ai essayé de ne pas être consumé par l'amertume ou le regret. J'essayais d'aller de l'avant, un jour à la fois. Mais ensuite, environ 6 mois après que tout fut finalisé, j'ai reçu un message d'Anna. J'étais allongé dans mon lit, à faire défiler mon téléphone, avant de m'endormir. J'ai vu son nom apparaître sur l'écran, et mon estomac s'est noué. Mon premier instinct a été de l'ignorer. Je ne voulais pas rouvrir cette porte. Je ne voulais pas remâcher le passé, ou être ramené dans le drame auquel j'avais travaillé si dur pour échapper, mais la curiosité l'a emporté.
J'ai hésité pendant quelques secondes, en fixant la notification, et puis, j'ai ouvert le message. Elle avait écrit un long paragraphe, plusieurs phrases qui remplissaient l'écran. Je l'ai lu lentement. Elle a commencé par dire que les choses s'étaient effondrées après le divorce. Elle a dit que Heather rencontrait des difficultés financières. Après avoir couvert les frais de justice engagés pendant le divorce. Et qu'ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir un grand logement. Elle a dit que leur père biologique, Joe, avait du mal à subvenir à ses besoins. Ainsi qu'à ceux de Justine, de la façon dont j'avais l'habitude de le faire. Elle a mentionné qu'il avait ses propres problèmes financiers. Qu'il n'était pas habitué à subvenir aux besoins de 2 enfants, et qu'il n'était pas aussi fiable que je l'avais été. Elle a dit que le fonds universitaire avait disparu. Qu'il n'y avait plus d'argent pour qu'elle puisse aller à l'école, et qu'elle ne savait pas comment. Elle allait payer ses frais de scolarité ou ses livres, sans s'endetter. Puis, son ton a changé. Elle a dit qu'elle avait été en colère contre moi, pendant très longtemps. Elle a dit qu'elle m'avait blâmé pour tout, pour le divorce, pour l'effondrement de la famille. Pour avoir rendu sa vie plus difficile. Mais maintenant, elle disait qu'elle commençait à comprendre. Pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Elle a dit qu'elle avait parlé à certaines personnes, qu'elle avait entendu plus de détails. Sur ce qui s'était réellement passé, et qu'elle avait réalisé que sa mère avait menti. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant que cette liaison n'était pas un bel acte d'amour. Ou de sacrifice, mais une trahison égoïste, qui avait détruit toutes les personnes impliquées. Elle a dit qu'elle était désolée pour les choses qu'elle m'avait dites. Pour avoir pris le parti de sa mère, et pour m'avoir traité comme le méchant, alors que c'était moi. Qui avait été le plus blessé. Elle voulait que nous parlions. Elle a demandé s'il y avait un moyen pour nous de reconstruire une sorte de relation. Même si ce ne serait plus jamais comme avant. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit que la façon dont les choses étaient, avant que tout ne s'effondre, lui manquait. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais pas lui parler, mais qu'elle espérait que je l'envisagerais au moins. J'ai lu le message, et j'ai ressenti un mélange compliqué d'émotions. Que je n'arrivais pas vraiment à trier. Une partie de moi se sentait triste pour elle. Elle était encore une enfant, à peine 17 ans, et elle devait faire face aux conséquences des choix de sa mère. Elle n'avait pas demandé à naître dans ce pétrin. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Une partie de moi voulait répondre, lui dire que je comprenais, que je ne lui en voulais pas. D'être confuse et en colère, que je savais qu'elle avait été prise au milieu de quelque chose. Qu'elle ne comprenait pas entièrement. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été blessée, trahie, et brisée par tout ce qui s'était passé, savait que répondre serait une erreur. Anna avait fait son choix, lorsqu'elle avait pris le parti de sa mère. Et maintenant, 6 mois plus tard, elle tendait la main. Parce que les choses ne s'étaient pas passées comme elle l'avait prévu. Elle tendait la main parce que l'argent avait disparu, parce que la vie était plus compliquée. Après tout, Joe ne prenait pas le relais de la manière dont je l'avais fait. Je sais que ça semble froid. Je sais que ça semble dur, mais j'avais passé des mois à digérer la douleur et la trahison. À surmonter la colère et le chagrin, et à atteindre enfin un stade où je pouvais de nouveau fonctionner. Je n'étais pas intéressé à l'idée de rouvrir cette plaie. Je n'étais pas intéressé à l'idée de la laisser revenir dans ma vie. Pour qu'elle puisse me blesser à nouveau, lorsque les choses deviendraient difficiles. Je lui avais tout donné pendant 16 ans, mon temps, mon amour, mon argent, mon énergie. Et elle me l'avait jeté au visage, dès l'instant où les choses étaient devenues dures. Je ne lui devais pas le pardon. Je ne lui devais pas de seconde chance. Et puis, j'ai pris ma décision. J'ai bloqué son numéro, sans répondre. J'étais passé à autre chose, et j'avais l'intention de rester ainsi. C'est mon histoire. Ce n'est pas une histoire joyeuse, et elle n'a pas une fin nette et satisfaisante. Où tout le monde se réconcilie, et avance ensemble. Mais c'est la vérité. Et s'il y a une chose
que j'ai apprise de tout cela, c'est que parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance sont celles qui vous blessent le plus profondément. Votre femme peut vous regarder dans les yeux et vous mentir pendant 20 ans. Votre meilleur ami peut sourire à la table de votre dîner, tout en élevant ses enfants sous votre toit. Et votre fille peut vous traiter d'égoïste, parce que vous refusez d'accepter la trahison. Et quand cela arrive, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous protéger. Et de vous en aller. Parce que certaines blessures ne guérissent pas. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Et certaines relations, peu importe à quel point vous les aimez, feraient mieux d'être laissées dans le